Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans ce 6e numéro des tutoriels dédiés au jeu World of Tanks. Dans la vidéo précédente, nous nous sommes intéressés aux ninjas du jeu, les véhicules légers. Aujourd'hui, tournons notre attention sur les chevaliers caparaçonnés que sont les véhicules lourds. Lancez le moteur, fermez les écoutilles, et en avant aux commandes de ces behemoths pour une distribution généreuse de pralines d'acier. Si certains chars doivent avancer avec précaution sur le champ de bataille en abusant des couverts et en serrant les fesses, pour la majeure partie des blindés de la classe des chars lourds, ce n'est pas la même histoire. Vous êtes ici pour distribuer les coups et en recevoir. Vous avez généralement un blindage épais et un pool de points de vie conséquent, vous permettant d'arrêter un bon nombre d'obus dans des conditions optimales et d'encaisser plusieurs tirs, même puissants, avant de devoir retourner au garage. Afin de comprendre comment les jouer, il est nécessaire de s'intéresser à plusieurs mécaniques de jeu dont ils sont particulièrement dépendants. Ouvrons donc ici une petite parenthèse technique. Si vous avez déjà quelques batailles sur le jeu derrière vous, vous avez sans doute remarqué que le centre de votre réticule, lorsqu'il est placé sur un char adverse, peut prendre trois couleurs, vert, jaune ou rouge. Si le réticule est vert, cela signifie que l'endroit visé sur le char adverse est moins blindé que la pénétration des obus de votre canon, et devrait donc pouvoir être percé sans trop de difficulté. Si l'indicateur est jaune, alors le blindage visé se situe dans une fourchette de plus ou moins 25% par rapport à la pénétration de vos obus. C'est faisable, mais difficile, et comme diraient les Normands, des fois ça passera, des fois pas. Si l'indicateur est rouge, cela signifie que le blindage de la zone visée est trop résistant et que vous ne devriez pas pouvoir pénétrer avec votre obus. Sur le papier, c'est simple. Dans les faits, une petite spécificité rend cela un chouïa plus complexe. En effet, cet indicateur ne prend pas en compte l'angle horizontal ou vertical du blindage. Si la zone visée est parfaitement plate et que votre obus la frappe avec un angle de 90 degrés, les couleurs de l'indicateur sont fiables. Si par contre, la zone de blindage visée est anglée, comme par exemple sur un châssis de char moyen soviétique T-34 ou une caisse de Panthère allemand, alors vous ne devez plus faire aveuglement confiance à l'indicateur. En effet, un blindage incliné, soit du fait du design du char, soit du fait d'un angle donné à son véhicule par un pilote de char talentueux, présente une épaisseur de blindage à pénétrer supérieure à celle de la plaque qui le compose. Donnons un exemple simple, même si un peu désuet. Si vous prenez un livre très épais et le placez debout sur une table devant vous, son épaisseur sera égale au nombre de pages qui le composent plus la couverture. C'est une valeur fixe et facilement estimable. Si par contre vous faites basculer le livre de quelques degrés en arrière, l'épaisseur que vous aurez à traverser pour y faire un trou parallèle à la table vient d'augmenter sans que pourtant le livre n'ait changé d'épaisseur. C'est ainsi que le blindage incliné fonctionne, augmentant l'épaisseur à pénétrer et donc la résistance du char sans avoir besoin de monter des plaques de blindage plus lourdes et donc plus handicapantes vis-à-vis de la mobilité du véhicule. Donc si l'indicateur de visée est sur une zone plate perpendiculaire à la trajectoire de votre obus, vous pouvez vous y fier et lui faire confiance, sinon procédez avec précaution. Autre paramètre basique mais essentiel à appréhender, il faut savoir tirer sur des cibles en mouvement, vos adversaires n'ayant pas toujours la gentillesse de rester immobiles pendant que vous les catardez. S'ils se déplacent, il sera futé de viser plus ou moins loin devant eux, les obus de votre canon ayant une vitesse limitée, il leur faudra parfois près d'1 ou 2 secondes pour atteindre la cible qui se déplace pendant ce temps. Il vous faudra prendre en compte la courbe de trajectoire de vos obus sur l'axe vertical, certains chars ayant des canons avec des trajectoires en cloche, comme par exemple les obusiers, tandis que d'autres ont la chance d'avoir des obus très véloces et à la trajectoire quasiment plate. Quand vous visez directement un adversaire avec votre curseur sur lui, le jeu compense automatiquement la hausse de votre canon pour que votre obus touche là où vous visez, peu importe la vélocité de votre obus. Ce n'est plus le cas si vous visez devant une cible pour l'atteindre en plein mouvement. Il vous faudra alors rajouter vous-même, grâce à votre expérience de jeu, la légère compensation nécessaire pour toucher. Faites attention aux chars ennemis se situant sur des collines avec le ciel pour arrière-plan. Si vous tentez de tirer en visant devant eux alors qu'ils se déplacent, il y a de fortes chances pour que le jeu fasse la correction automatique de hausse avec le ciel comme paramètre, ce qui expliquera bien souvent pourquoi votre obus part dans le ciel, notamment si vous utilisez un obusier. De base, le viseur affiché au centre de votre écran est ce qu'on appelle le viseur client, c'est-à-dire un viseur généré par votre jeu sur votre ordinateur. Il existe aussi le viseur serveur, activable à volonté dans les options, et qui est généré selon les informations du serveur lui-même. Si vous constatez que vos obus ont toujours tendance à partir là où se trouvait votre viseur quelques centièmes de seconde auparavant, essayez d'activer le viseur serveur. Il arrive en effet que le viseur serveur ait un léger retard par rapport au viseur client, du fait du lag ou de perte de paquets sur votre connexion. En utilisant le viseur serveur, vous voyez toujours avec certitude là où votre canon est dirigé avec grande précision. Le revers de la médaille est généralement le côté plus saccadé du viseur serveur, qui peut rendre la visée plus ardue.
A vous de voir, selon vos préférences et votre connexion ou configuration, lequel est le plus fiable, fluide et correspond à votre préférence. Intéressons-nous maintenant aux mécaniques de pénétration des obus. Je vous promets que la parenthèse technique touche bientôt à sa fin. L'angle d'impact de votre obus est l'angle selon lequel il va frapper le blindage ennemi. Idéalement, il faut que vous frappiez le blindage adverse perpendiculairement, afin d'avoir la plus petite épaisseur possible à traverser avec votre obus. Il existe sur les obus perforants AP et APCR un système de normalisation. Pour schématiser, le jeu va vous accorder quelques degrés bonus pour essayer de rapprocher votre angle d'impact de la perpendiculaire afin d'augmenter vos chances de pénétration. C'est un bonus limité, mais qui évite un trop grand nombre de non-pénétrations. Vos obus tirés sur les ennemis ricocheront si leur angle d'impact est supérieur à 70 degrés, 85 degrés pour les munitions à charge creuse hit. Évitez donc de tirer sur un ennemi avec le blindage très anglais. Il suffit parfois d'attendre quelques secondes pour que l'ennemi se déplace ou manœuvre un peu, réduisant l'angle de son blindage et vous permettant de l'engager sans voir votre obus ricocher vers le ciel ou droit vers les innocentes taupes présents. Il existe enfin ce que l'on appelle l'overmatch. Qu'est-ce donc que cela? L'overmatch est une mécanique qui a plusieurs effets. Si le calibre de vos obus perforants AP ou APCR, nous parlons bien ici du calibre, pas de la pénétration éventuelle des obus tirés par le dit canon. Si ce calibre est donc 2 fois supérieur à l'épaisseur du blindage ennemi, par exemple un obus de 120 mm tirant sur un blindage de 50 mm, alors vous bénéficiez d'un bonus de normalisation, vous rendant la pénétration plus probable même avec de grands angles d'impact, sauf cas du ricochet bien sûr. Si le calibre de vos obus perforants est 3 fois supérieur à l'épaisseur du blindage touché, alors il n'y a plus de ricochet possible, même si l'angle d'impact est supérieur à 70 degrés, et vous bénéficiez en plus du bonus de normalisation évoqué juste ci-dessus. Note mineure, dans de rares circonstances, il est possible qu'un obus qui ricoche puisse tout à fait endommager un autre char tout proche, y compris un véhicule allié, cela reste heureusement très rare. Il est aussi utile de savoir que vos obus perdent de la pénétration avec la distance. Un ennemi que vous pénétrez sans souci à bout portant peut donc se révéler très résistant ou complètement invulnérable à vos obus s'il se trouve à 500 ou 600 mètres de vous. Les obus perforants AP perdent peu de pénétration avec la distance. Les obus perforants APCR en perdent beaucoup, tandis que les obus à charge creuse HIT ou explosive HE n'en perdent pas du tout. Ils auront la même pénétration peu importe la distance à laquelle se trouve votre cible. Nous concluons ici cette parenthèse technique et revenons à nos moutons blindés. Pour bien jouer un char lourd, il faut réunir plusieurs conditions essentielles. Il faut savoir infliger le plus de dégâts possible, savoir en absorber le maximum que ce soit en faisant ricocher les obus que l'on vous tire dessus ou en choisissant tactiquement de perdre des points de vie. Il vous est enfin parfaitement possible de faire gagner votre équipe ou de lui donner un avantage par votre simple présence. Si vos ennemis aperçoivent un char lourd au bout d'une rue en embuscade, il y a de fortes chances qu'ils n'essayent pas de pousser sur vous, même s'ils sont en surnombre et pourraient facilement vous déborder. Jouer un char lourd, c'est aussi faire de la guerre psychologique. De la même manière, vous pouvez lancer un assaut ou une poussée avec votre char lourd si vous apercevez que vos alliés sont peu blindés ou n'ont guère plus de points de vie, mais que grâce à votre élan, ils vous emboîteront le pas et vous soutiendront avec leur puissance de feu, tandis que vous encaisserez les tirs ennemis. Il est fréquent de retourner une partie ou prendre le contrôle d'un flanc de la carte de cette manière, pour peu que vous preniez l'initiative et que vous réussissiez à motiver vos coéquipiers à vous suivre dans cette manœuvre. Pour absorber les tirs ennemis, plusieurs méthodes sont efficaces. Il y a tout d'abord le blindage naturel de votre véhicule, qui en rend certaines parties très résistantes. Il y a ensuite moyen de rendre la vie difficile à vos adversaires lorsqu'ils tenteront de viser vos points faibles, par exemple en faisant gigoter votre char ou votre tourelle de quelques degrés de gauche à droite, augmentant ainsi les chances qu'ils tirent dans le mantelet de votre tourelle ou ratent complètement vos zones tendres. Vous pouvez aussi avoir recours à plusieurs tactiques essentielles à tous les chars et indispensables pour les chars lourds. Le side scraping tout d'abord, où vous collez l'avant de votre char à un angle de rue, de manière à n'offrir comme cible à vos adversaires que le flanc de votre char fortement anglé, où leurs obus ricocheront, rappelez-vous de la mécanique du ricochet automatique, donc n'anglez pas de plus de 20 degrés votre flanc, ou bien vos chenilles, qui sous cet angle absorberont les tirs en étant endommagés certes, mais préserveront le pool de points de vie de votre véhicule. Le hull down, ou défilement de tourelle, est particulièrement efficace avec les chars possédant une bonne dépression de canon, c'est-à-dire leur capacité à viser vers le bas avec celui-ci, ainsi qu'un frontal de tourelle bien blindé. Des exemples concrets étant le T-29 américain de rang 7 ou le char premium américain T-34. Vous usez et abusez alors du terrain, afin de ne montrer à vos adversaires que votre tourelle, en dissimulant la caisse de votre char généralement plus fragile. De cette manière, vous diminuez votre exposition et forcez vos adversaires à essayer de viser les points faibles de votre tourelle, plutôt qu'ils tirent sans avoir à réfléchir dans votre fragile caisse. Vous diminuez de fait leur cadence de tir, la facilité qu'ils ont à ajuster leur coup, et par là même augmentez ainsi votre durée de survie et préservez votre pool de points de vie pour la suite. Dans les conditions idéales, vous en profitez ainsi pour interdire une partie de la carte à vos adversaires qui ne souhaitent pas venir tâter de votre canon. Faites attention, c'est généralement dans ces excellentes conditions que l'artillerie se rappellera à vous, tel un juge de paix, face à une situation difficile, et viendra tenter de vous déloger de votre position grâce à ces cadeaux venus du ciel afin de permettre à ses alliés de vous éliminer. Jouer un char lourd, c'est aussi savoir perdre ses points de vie de manière intelligente et ne pas avoir peur de le faire.
Tout joueur de World of Tanks a déjà connu la situation où il pilote un char fragile très léger en points de vie restant et aimerait avancer sur un adversaire lui aussi quasiment mort, mais qui ne peut rien faire car le char lourd allié présent à ses côtés, pourtant parfaitement doté en points de vie, a peur de prendre un tir alors qu'en faisant cela il débloquerait la situation et il permettrait l'élimination du char adverse en évitant à ses coéquipiers de perdre inutilement de leur force. Être capable d'échanger des points de vie avec l'adversaire de manière efficiente dictera aussi votre succès en char lourd. Les adversaires que vous allez affronter auront très souvent un avantage au niveau de la cadence de tir par rapport à vous, et même s'ils font moins mal, ils rattrapent ce défaut en vous calant 2 obus, tandis que dans le même temps vous ne pourrez leur en envoyer qu'un seul. C'est là que votre blindage et votre choix judicieux de la position à assumer durant la confrontation paieront. Votre alpha étant supérieur la plupart du temps, l'alpha étant la quantité moyenne de dégâts infligés par un tir, il vous suffit dans le cas ci-dessus de réussir à faire ricocher ou absorber un obus sur 2 tiré par votre adversaire pour finir le duel en vie, tandis que votre adversaire, malgré une meilleure cadence, n'est plus qu'un tas de métal fondu. Vous venez ainsi de survivre pour continuer à vous battre pendant la suite de la bataille, tout en retirant un canon à l'équipe adverse. C'est plutôt un joli résultat. Avec de l'expérience, vous apprendrez à remporter de plus en plus de ces duels, même face à plusieurs adversaires et en y lançant de moins en moins de plumes. Un bon réflexe face à plusieurs adversaires, de surveiller leurs tirs, et de tourner votre tourelle ou votre frontale de caisse vers le char suivant qui s'apprête à ouvrir le feu, de manière à présenter à tous ces assaillants vos parties les plus blindées ou les mieux anglais. Passons maintenant en revue les chars lourds présents dans le jeu, et essayons d'en dégager les joyaux, et de souligner ceux qui se situent à l'opposé du spectre. Pour les Chinois, les chars lourds des rangs 7 à 9, de l'IS-2 au WZ-111-1-4, sont des choix polyvalents. Le 110, au rang 8, de par ses nombreuses qualités, est un choix fréquemment rencontré dans les modes de jeu compétitifs sur World of Tanks. Il est suffisamment mobile, blindé, et possède une puissance de feu correcte pour être à l'aise dans de nombreuses situations. Il convient de rappeler que les Chinois comme les Soviétiques souffrent dans le jeu d'une dépression généralement mauvaise, qui rend leur usage difficile sur terrain vallonné ou pentu, et nécessite un maniement au millimètre en profitant de chaque dénivellation. C'est pour cela qu'au rang 10, le char 113 nécessite bien plus de doigté pour être utilisé de manière effective. Ce n'est pas un mauvais char, mais il faudra batailler et le dompter pour réussir à en tirer le meilleur. Chez les Français, au rang 5, le BDR G1B est un véhicule souvent mal aimé, du fait d'une très grande silhouette, d'un blindage de caisse peu efficace, d'un temps de visée long et d'une précision réduite. Il possède néanmoins un canon très puissant pour son rang qui rattrape la plupart de ses défauts. C'est à partir du rang 8 que la branche des chars lourds français prend toute sa saveur, avec notamment la MX 50-100, un incontournable, et la MX 50B au rang 10. Malgré un blindage de tourelle faible mais qui peut réserver de bonnes surprises en apportant quelques ricochets, c'est la puissance de feu qui est leur point fort. On peut aussi rajouter leur mobilité quasiment digne d'un char moyen. La MX 50-100, véritable bijou, peut infliger avec son barillet de 6 obus près de 1800 points de dégâts à un adversaire peu réactif. Il faudra néanmoins savoir vous retenir en de nombreuses circonstances, car à trop vouloir vider entièrement son barillet sur vos ennemis en une seule fois, il vous arrivera de trop vous exposer et ainsi perdre beaucoup de points de vie dans l'opération. Sachez rester mesuré et prudent, ne pas caler tout le barillet est dommage, mais si cela préserve vos points de vie pour vous permettre de survivre plus longtemps dans la bataille et de vider plusieurs autres barillets sur les ennemis, le jeu en vaut alors la chandelle. En ce qui concerne les Allemands, nombre de véhicules de très bon standing peut se retrouver sur les deux branches de chars lourds présentes. Au rang 7, le Tigre 1 comme le Tigre P sont de bons choix plaisants à jouer. Le Tigre 1 capitalise sur sa cadence de tir et sa précision pour éliminer rapidement ses adversaires. Faites néanmoins attention à son blindage, qui étant totalement plat n'est pas aussi efficace que celui de ses concurrents des autres nations, présentant une caisse ou une tourelle anglais naturellement. Vous avez un pool de points de vie conséquent, vous permettant de sortir vainqueur de nombre d'affrontements. Le Tigre en version Porsche parie plus sur son blindage qui, bien utilisé, permet de faire ricocher et ne pas pénétrer un grand nombre de tirs d'ennemis de tir équivalent ou inférieur, notamment les chars soviétiques utilisant un canon de 122 mm. Au rang 8, le Tigre 2 et le VK4502A sont tout à fait quelconques, mais ne sont pas non plus des purges à jouer. Au rang 9, vous arrivez à l'un des meilleurs chars lourds du jeu, le E75. Ce char est une bête. Avec un canon de 128 mm et un blindage très conséquent, vous pouvez très efficacement faire tourner vos ennemis en bourrique dès lors que vous arrivez à dissimuler votre bas de caisse, par exemple derrière un tas de débris, et votre tourello en faisant gigoter votre tourelle. Il possède beaucoup de points de vie et un canon plutôt efficace à courte portée, avec une pénétration de base largement suffisante. C'est pour moi l'un des deux joyaux de la branche, avec le char qui lui fait suite, le E100 au rang 10. Le VK4502B, lui aussi au rang 9, présente un blindage encore plus impressionnant, avec comme seul point faible facile à pénétrer frontalement, le tourello du commandant au sommet de la tourelle. Attention, contrairement au E75 qui présente un blindage de flanc plutôt épais, lui permettant de sangler et de faire du side-scraping, le VK4502B doit éviter l'exercice, son flanc étant un véritable gruyère qui se fait percer facilement dès lors que vous commettez l'erreur de vouloir angler votre char un peu trop. Restez en frontal face à vos ennemis tout en surveillant ceux qui seraient tentés de vous contourner, et tout se passera bien. Au rang 10, vous avez le choix entre deux monstres. Le légendaire Maos, qui bien employé avec son blindage inexpugnable peut résister un long moment ou tenir une position face à un grand nombre d'ennemis lorsqu'il est correctement anglé,
Si les ennemis arrivent à vous contourner, ils auront un jeu plus facile même si votre blindage de flanc leur réserve des surprises. Ce très bon blindage est contrebalancé par une mobilité horrible et un vrai train de sénateur. Vous serez toujours le dernier, que ce soit en attaque ou en défense, préparez-vous à combattre seul ou face à des marées d'ennemis, mais correctement soutenu, vous disposerez avec aisance d'ennemis trop entreprenants. Le char parfait pour mener un assaut ou bloquer un corridor. Le E100 de son côté sacrifie un peu le blindage, notamment au niveau de son bas de caisse plutôt fragile, pour avoir accès à un canon de 150 mm qui percera de gros trous dans vos adversaires, avec un alpha conséquent de 750 points de dégâts par obus. Là aussi, vous avez beaucoup de points de vie qui vous permettront de survivre, même dans des circonstances difficiles. Là encore, la mobilité est en berne, même si vous n'êtes pas aussi démuni que le mouse. Gros plus, les jupes blindées sur les côtés du E100, qui atténueront grandement les effets du souffle des artilleries, qui ne manqueront pas de vous prendre en infection dès votre apparition sur leur radar. Comme tous les chars lourds, vous constituez leur mets et cible de prédilection. Chez les japonais, outre un design digne du courant artistique du cubisme, vous rencontrez des chars solides, blindés généreusement sur la partie frontale, les flancs et l'arrière, ce qui surprendra plus d'un scout aventureux qui, vous ayant contourné et pensant vous faire des dégâts facilement, ricochera sur votre blindage arrière. La puissance de feu reste correcte, notamment si vous montez des canons d'herbe sur plusieurs d'entre eux. Attention néanmoins, la vitesse et la mobilité qui restent rachitiques et condamnent bien souvent vos parties à être très dépendants du comportement de vos adversaires et coéquipiers. Une branche que je ne conseille pas à un débutant, elle nécessite d'avoir déjà un peu de bouteille sur le jeu avant d'être entreprise. Les chars britanniques quant à eux sacrifient assez rapidement l'alpha en faveur d'une très bonne cadence de tir, de bonnes valeurs de précision et dispersion et de bon temps de visée. Le Black Prince au tir 7 est lent. Très lent, parfois trop lent. Mais son blindage bien utilisé et la cadence de mitraillette de son canon vous permettront de disposer sans difficulté d'ennemis qui pensaient ne faire qu'une bouchée de vous. Contre des chars de rang supérieur, vous risquez de galérer, de voir votre blindage si efficace contre les rangs inférieurs, ne plus faire peur à qui que ce soit. N'exposez jamais les flancs de votre blindé sans les angler, c'est essentiel sur le Black Prince. Le KR Narvon et le Conqueror sont des chars corrects au rang suivant, même si le KR Narvon est fréquemment cité comme le mal-aimé de la branche. Ils débouchent tous les deux sur le très sympathique FV215B au rang 10. Le canon équipant ce blindé est excellent et le vrai point fort du véhicule. Vous pouvez tirer en mouvement, vous êtes très précis, vous visez très rapidement et pénétrez avec aisance vos ennemis. Le blindage de votre tourello, souvent prompt à faire ricocher les obus ennemis, ne manquera pas de faire rager vos adversaires. Le long grind jusqu'au rang 10 est ainsi récompensé et vous fera passer la pilule d'avoir dû jouer les Churchill au rang plus bas. Là aussi, une branche à réserver aux joueurs expérimentés. La branche de chars lourds américains est à conseiller pour des débutants, du fait de la qualité des véhicules s'y trouvant, qui peuvent être aisément domptés dès lors que vous réfléchissez bien à votre déploiement et au style de jeu à adopter. Les rangs 7 et 8, le T29 et le T32, sont très bons et sont des maîtres dans l'art du hold-down ou défilement de tourelle. Il vous suffit de cacher votre caisse en profitant du terrain et de la bonne dépression de votre canon pour réaliser de jolies performances. Ils sont extrêmement plaisants à jouer, même si le T32 demandera un peu plus de réflexion du fait de sa pénétration limitée. Deux excellents chars à utiliser et à garder dans son garage pour tout amateur de chars lourds. Ils demanderont de bien exploiter les terrains des cartes, où vous trouverez facilement avec un peu d'expérience de jolis coins à champignons ou embusquer vos adversaires. Le M103 qui leur fait suite au rang 9 est un véhicule correct doté d'un bon canon et assez polyvalent. Il se laissera grinder sans trop de difficulté une fois les derniers modules débloqués. Le T110-5 au rang 10 est un superbe blindé, un bon char lourd avec une mobilité correcte qui lui permet de se redéployer aisément ou de suivre des chars plus mobiles que lui. Le récent passage en haute définition de son modèle lui a fait retrouver une seconde jeunesse et augmenter l'efficacité de son blindage. Il a régné sur le jeu au rang 10 il y a bien longtemps, mais loin de ne faire que de la figuration aujourd'hui, il est agréable à utiliser et sa polyvalence ne saura être prise en défaut. Terminons avec les blindés soviétiques, la nation par excellence à monter en premier si vous voulez tâter du gameplay de chars lourds. Pourquoi est-elle parfaite pour des débutants? Car le blindage, la mobilité et les autres caractéristiques pardonnent beaucoup d'erreurs aux joueurs, avec peu ou pas d'expérience et constituent une excellente école du jeu. Dès les rangs inférieurs, vous croiserez des blindés agréables à piloter, et parmi les hauts rangs, plusieurs véhicules font office de référence. Au rang 6, le KV2 est impossible à ignorer, et vous réservera du fun en barre du fait de son canon d'herbe de 152 mm, capable d'éliminer en un seul tir nombre de vos adversaires de rang équivalent ou inférieur, et de faire très mal au véhicule le plus haut rang. Le long temps de rechargement et la mobilité basique vous restreindront néanmoins dans son emploi assez particulier. Au rang 7, l'IS est le parfait exemple des branches soviétiques. Il est à l'aise dans tous les domaines tout en conservant un alpha conséquent de par son canon 122 mm. Vous pouvez tout faire avec lui, il n'a pas de domaine d'emploi où il souffre réellement, ni de type de carte qui le rendrait inopérant. Au rang 8, nous croisons la route du char le plus emblématique de World of Tanks et qui est si souvent évoqué, le blindé lourd IS-3. Omniprésent, que ce soit en bataille aléatoire ou en mode de jeu compétitif en équipe, il présente un package à l'aise partout, sans souffrir des défauts de trop de chars lourds. Sa puissance de feu, sa mobilité et son blindage font correctement le travail. Le blindage espacé, présent sur ses flancs, pardonne de nombreuses erreurs et a une véritable tendance à manger les obus ennemis, même chose pour vos larges chenilles. Au rang 9, le STI comme le T10, anciennement connu comme l'IS-8, sont des chars que je recommande chaudement.
Le T10 est un véritable char lourd avec une mobilité de char moyen, tandis que le STI est beaucoup plus pâteau mais possède un blindage particulièrement efficient. Si je devais oser une comparaison, je dirais que c'est l'équivalent du E75 allemand chez les chars soviétiques. Si vous parvenez à dissimuler votre bas de caisse en STI, seul votre tourello constituera un relatif point faible pour vos adversaires. Relatif car il est petit et très bien blindé. Votre trappe du conducteur sur la caisse sera testée par vos ennemis, mais les trollera fréquemment. Les flancs de votre véhicule présentent aussi une résistance conséquente et bienvenue. Enfin, au rang 10, l'IS-7 est un joli couronnement de branches. Malgré un longtemps de visée et une précision parfois incertaine, vous avez un blindage de qualité, de face comme de flanc. Votre tourelle est quasiment impénétrable et vous n'êtes pas désavantagé par une vitesse trop réduite. Attention à votre cadence de tir assez réduite et votre maniabilité aux fraises qui peuvent jouer des tours en affrontement au contact. L'IS-4, son colistier présent sur l'autre branche, a lui un gameplay plus spécial dirons-nous. C'est pourquoi si vous ne deviez débloquer qu'un seul char de rang 10 chez les soviétiques, mon choix va à l'IS-7, mais si l'opportunité s'offre à vous de doter votre garage des deux, n'hésitez pas avec un peu de maîtrise et une approche raisonnée, l'IS-4 a de belles performances à offrir. Nous finissons ici ce rapide tour des chars lourds actuellement présents dans World of Tanks. Comme d'habitude, tout est surtout affaire de goût, d'aisance avec un véhicule particulier et de style de jeu. Je ne serais pas surpris que vous trouviez beaucoup de plaisir à jouer certains chars unanimement décriés, ou détestiez des chars pourtant qualifiés d'incontournables. Prenez votre temps, essayez plusieurs branches de chars lourds, et vous trouverez je n'en doute pas là où les perles parfaites pour constituer votre collier de joueur. Je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo.